Donc oui, comme je disais, bah, merci beaucoup de votre participation. Bienvenue au webinaire en collaboration avec le Centre d'action des bénévoles de Montréal. Puis, je vais laisser la parole à Seth directement. Je vais te laisser introduire le webinaire. Parfait. Ben, bonjour à tout le monde. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Aujourd'hui, on est là pour parler de développement des compétences chez vos bénévoles. On vous a préparé une petite présentation euh, des différents profils de bénévoles qu'on va pouvoir rencontrer et des différentes attentes que chaque profil va pouvoir avoir. Et puis ensuite, on aura une partie d'échange où je vais vous poser quelques questions sur vos pratiques en termes d'accompagnement des bénévoles et de valorisation de leurs compétences. Et puis on terminera sur quelques petites recommandations qui sont un peu le fruit de tout ce que je peux entendre moi dans mon travail avec les organismes au CABM. Je vous partage sans plus attendre la petite présentation et je vous en dis un petit peu plus sur moi dans une minute. Alors, c'est parti. Je pense que je vais partager cette ici. Donc, j'espère que vous voyez bien mon écran. C'est tout bon? Ok. Euh, renforcer les compétences professionnelles des bénévoles. Je vais vous présenter un petit peu qui nous sommes au CABM. Je ne sais pas s'il y en a peut-être parmi vous qui ont déjà fait appel à nos services. On n'est pas techniquement le centre d'action bénévole responsable pour votre territoire à l'Est, mais on a quand même des offres de bénévolat à travers toute la ville. N'hésitez pas à penser à nous s'il y a des moments où vous avez besoin de donner de la visibilité à vos besoins en bénévolat parce que c'est vraiment ça notre cœur d'action. Nous, on met en avant les besoins des organismes pour que ces besoins trouvent un écho dans la population. Donc, les personnes qui cherchent du bénévolat vont faire appel à nos services pour trouver un organisme pour les accueillir. On est surtout connu pour notre plateforme qui permet d'aller directement sur notre site, puis de chercher à travers des centaines d'offres. C'est surtout pour ça que les bénévoles nous connaissent, que les organismes communautaires nous connaissent aussi. Mais on offre également d'autres services comme des formations, notamment pour les gestionnaires de bénévoles. On a aussi un volet bénévolat d'affaires, qui concerne à la fois le bénévolat de type corporatif avec un groupe d'employés qui veulent faire une journée de bénévolat dans un organisme, que le bénévolat de compétences où les organismes vont être en recherche d'une expertise ciblée et vont pouvoir faire appel à notre service pour trouver ces expertises-là qui peuvent être un petit peu plus difficiles à trouver dans la population générale. Et puis, on a aussi un volet de soutien aux popotes roulantes artisanales. À notre création, on a été très impliqué dans l'émergence des premières popotes roulantes de Montréal et on continue de soutenir celles qui sont artisanales, c'est-à-dire gérées exclusivement par des bénévoles. Donc, on a actuellement 9 popotes roulantes pour lesquelles on apporte un soutien administratif et un soutien renforcé au niveau de la recherche de leurs bénévoles. Donc moi, dans tout ça, mon rôle, c'est gestionnaire des services bénévoles. C'est-à-dire que c'est moi qui approuve les offres de bénévolat sur notre plateforme et puis c'est moi aussi qui accompagne les organismes lorsqu'ils ont des défis particuliers qu'ils rencontrent sur le terrain. Je peux faire voilà, des analyses de situation, des recommandations. Puis j'accompagne également notre équipe de bénévoles en interne qui nous aide pour ce qu'on appelle le conseil en placement, c'est-à-dire l'orientation des personnes qui veulent faire du bénévolat mais qui ne sont pas forcément à l'aise pour utiliser notre site web ou qui souhaitent plus de renseignements avant de se lancer. Donc dans ces cas-là, ces personnes peuvent avoir un rendez-vous en personne au centre et être accompagnées par un bénévole qui a déjà fait ce parcours-là de candidature et qui peut donc les accompagner à son tour. Donc ça, c'est pour un petit aperçu de nos services et de ce que moi je fais au centre. Donc pour aujourd'hui, voilà un petit peu le plan pour la session. Donc on va commencer par une petite activité brise-glace rapide. Puis je vous ferai donc une petite présentation des grands profils de bénévoles qui semblent se distinguer de nos jours et de leurs besoins respectifs. Puis ensuite, on aura une bonne partie d'échange sur vos pratiques. Et enfin, une conclusion avec des recommandations.
Donc, pour le brise-glace, ce que je vais vous demander, c'est si vous pouvez ouvrir une fenêtre et puis vous rendre sur ce site web menti.com. Je vais vous donner ensuite un numéro pour rejoindre. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je partage tout. Hop, je vais partager l'intégralité de mon écran, ça sera plus simple. Voilà. Donc, quand vous allez sur menti.com, hop, ça, je réduis. Hop, je laisse pas réduire, d'accord. OK. Et il est ici. Donc, quand vous allez sur menti.com, on va vous demander ensuite de saisir un code. Le code, c'est celui que vous voyez en haut de mon écran, 2803 79 39. N'hésitez pas si vous avez de la difficulté, je peux vous assister aussi pour vous rendre jusque-là. Hop, je vais le partager tout de suite. Ah, j'aurais pu vous donner directement le lien dans le chat, je réalise. C'était plus futé. J'ai ajouté Ah, le tu l'as mis, bénévole parfait. sur le Merci chat. beaucoup. Super. Je vais voir si... Ouais, avec ce lien-là, vous avez peut-être même pas besoin de rentrer le code. Voilà. Donc, voilà la question pour vous lancer. Une grande question. Pourquoi est-ce qu'on est là? Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est important de développer les compétences de vos bénévoles? Donc, sous-question par rapport à ça, pour vous inspirer un peu. Qu'est-ce que vous pensez que le développement des compétences de vos bénévoles peut vous apporter à vous en tant qu'organisme, mais aussi leur apporter à eux en tant que bénévoles? Donc, je vous laisse saisir quelques réponses et puis après, ça va faire donc un nuage de mots avec des points saillants qui devraient ressortir aussi. Donc, je vous laisse quelques minutes pour ajouter vos pensées. Et on commence à avoir pas mal de réponses. Super. Beaucoup d'engagement qui ressort. Donc, je vois ajouter, je vous laisse. Ok, on dirait qu'on a un plafonnement. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on voit qui ressort d'après vous? Donc, beaucoup trois termes ont l'air d'avoir été employés par beaucoup de personnes parmi vous. Donc, valorisation, engagement et reconnaissance. Donc, effectivement, on est sur un développement des compétences qui va faire en sorte que vos bénévoles se sentent à la fois plus proches de votre organisme, valorisés dans leur savoir-faire, ils vont peut-être gagner en confiance de cette manière. Et en même temps, ça peut, via la reconnaissance, favoriser la rétention, un sentiment d'appartenance à l'organisme qui peut être plus fort. Ah, on a quelqu'un qui s'est lancé dans une grande phrase qui a été interrompue. Ça nous permet de faire un... euh, si la personne qui a mis ce début de phrase veut la compléter, qu'elle n'hésite pas. Donc, ça nous permet de faire... qui est-ce qui a mis ce petit bout-là? Ah, un être mystérieux. Euh, alors, on pourrait essayer de la compléter avec d'autres mots.
Ça nous permet de faire un tremplin peut-être vers l'emploi pour des bénévoles qui commenceraient comme bénévoles et puis qui seraient dans une recherche aussi d'emploi. Donc, ça pourrait être ça. Motivation, partage. Ok, donc j'ai l'impression qu'on est à peu près tous et toutes convaincus de l'importance de valoriser les compétences de vos bénévoles et puis de les renforcer dans une logique donc de rétention et de valorisation des personnes et de leur implication chez vous. Parfait. Bon, et ben merci beaucoup pour vos contributions. On va donc essayer de rester sur ces mots-clés aussi pour la suite de la présentation. Donc, je vais revenir à ma petite présentation par ici. Hop là. Donc, je vais le réduire. Donc, j'ai commencé par identifier un petit peu les grands types de bénévoles qu'on va rencontrer aujourd'hui. Alors, c'est pas juste ces trois catégories, j'en ai deux autres dans la slide d'après. Euh, mais si on regarde un petit peu les personnes, en tout cas, qui nous contactent au CABM et puis ce que j'entends dans les différents organismes, on va avoir déjà des profils de jeunes adultes qui vont être intéressés par des implications bénévoles. Et chez eux, ce qui va dominer comme motivation, ça va être à travers le bénévolat de trouver donc un tremplin vers l'emploi. Donc on retrouve ce terme qu'une personne a mis d'ailleurs dans le Menti. Donc cette idée que voilà, on veut donner du temps, mais aussi on veut soutenir sa communauté en remplissant un petit peu son CV, en gagnant de la légitimité. Puisque voilà, des fois, ça va être des jeunes qui sortent des études, qui n'ont pas encore d'expérience au niveau professionnel et qui ont surtout des savoirs théoriques, donc qui vont être intéressés par les mettre en pratique. Et le bénévolat peut être un cadre vraiment adéquat pour ça, puisque ça permet de le faire sans la pression d'être dans un emploi rémunéré. Là, on va être avec les jeunes plutôt sur des engagements ponctuels qui doivent s'insérer donc, dans toutes les choses de la vie, donc entre les études et peut-être un job alimentaire. On va avoir donc des personnes qui veulent s'impliquer plutôt ponctuellement, peut-être pendant des festivals, des événements, sur des missions de plutôt court terme et qui s'inscrivent vraiment en lien avec leurs valeurs. Ça, c'est, on va dire, la Gen Z. Euh, et puis, un autre profil qu'on va parfois rencontrer, ça va être les adultes qui sont bien établis dans leur vie, avec un quotidien assez stable, généralement en emploi, mais qui parfois dans leur emploi vont pas toujours trouver toutes les dimensions qui les stimulent et donc qui vont être un peu dans une quête de sens à travers le bénévolat. Surtout s'ils n'ont pas la chance comme nous de travailler dans le milieu communautaire, on peut imaginer que des fois le sens peut venir à manquer dans certains milieux de travail. Nous, on a de la chance sur ce plan-là de pouvoir travailler en lien avec nos valeurs. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc, des fois, il va y avoir dans cette recherche de bénévolat chez ce public-là une envie de pouvoir redonner à sa communauté davantage que ce qu'on peut faire dans son emploi. L'envie peut-être aussi d'expérimenter d'autres pistes de carrière. Des gens qui n'ont jamais travaillé dans le communautaire, mais qui pourraient l'envisager, vont peut-être passer par la case du bénévolat avant. Donc dans ce cas-là, on est sur un engagement qui va se vouloir régulier, mais qui va devoir être modéré en temps. On ne peut pas être là 2, 3 fois par semaine. Ça va être des personnes qui vont peut-être être en mesure de donner 3, 4 heures par semaine dans une recherche de conciliation aussi avec le reste de leur agenda. Puis viennent les aînés. Alors les aînés, je ne sais pas comment ça se passe dans votre organisme, si vous en avez beaucoup, s'ils sont restés après la pandémie ou revenus. Ce que j'entends beaucoup et ce que je constate même au CABM où on a également des bénévoles en interne, c'est que les aînés, on les a un petit peu perdus avec la pandémie. Il y a en tout cas une frilosité qui fait que les gens reviennent plus forcément vers le bénévolat ou très très doucement. C'est peut-être un peu moins le cas dans le milieu de la sécurité alimentaire, où je sais que par exemple les popotes roulantes ont quand même traditionnellement des
bonne base sur des bénévoles aînés très impliqués qui sont là parfois plusieurs jours par semaine. Donc, peut-être une petite exception dans le milieu de la sécurité alimentaire, mais autrement, dans d'autres secteurs, il y a eu un peu une disparition. Euh, Dans le cas, en tout cas, des personnes qui souhaitent s'impliquer et qui sont aînées, ce qu'on observe beaucoup, ça va être une volonté à la fois de rester actif dans une phase où subitement l'emploi s'arrête, on n'est plus en situation de contribution à la société et puis on se cherche un peu, ah tiens, tout ce temps libre qui nous arrive d'un coup dessus, quoi en faire? Et là, le bénévolat donc, arrive souvent dans les esprits. Et puis, on a aussi, dans une certaine mesure, l'envie de briser l'isolement qui peut se faire sentir également chez certaines personnes. Donc là, on va être sur des implications de long terme dont les organismes sont particulièrement friands parce qu'on est sur des personnes qui sont fiables, qui sont régulières, dont les disponibilités vont pas forcément trop changer d'un mois à l'autre. Donc, ça va être des personnes aussi qui vont pouvoir venir avec tout un bagage, toute une expertise ou des compétences déjà développées dans leur carrière et qu'elles vont pouvoir remobiliser avec le bénévolat. Donc, des chouettes profils à avoir, mais pas toujours très faciles à trouver. Puis, deux autres catégories de bénévoles que nous, on voit un peu plus peut-être que les autres au CABM. Ça va être donc des personnes qui, des fois, viennent nous voir directement sans passer par notre plateforme et donc on accompagne dans leur démarche de recherche de bénévolat. Donc les personnes en réinsertion et puis les personnes nouvellement arrivées. Donc dans le cas de réinsertion, je l'employais au sens un peu large, toutes les personnes qui vont devoir faire du bénévolat dans une optique de soit retrouver un emploi, soit pour des travaux communautaires ou compensatoires qui sont demandés par la Cour. Donc, dans ces cas-là, c'est sûr qu'on perd un petit peu la notion de bénévolat complètement choisi. Il y a un petit peu un aspect de contrainte quand même. Euh, Ça n'empêche que c'est quand même des personnes dont on va vouloir considérer les besoins et dont on va vouloir valoriser les compétences aussi. Des profils qui souvent vont avoir vécu des expériences qui feront qu'elles seront peut-être moins en confiance et donc le bénévolat, ça peut aider aussi à retrouver une certaine estime de soi. Euh, Ça va venir souvent ces bénévolats avec un encadrement un peu plus rapproché, ne serait-ce que parce que dans le cadre des travaux communautaires, par exemple, on doit suivre les heures réalisées par la personne après chaque shift. Donc, il faut qu'il y ait un suivi administratif un petit peu plus rigoureux. Puis, ça peut être des personnes qui sont un petit peu plus restreintes dans les options qu'on leur propose parce que dans certains cas, s'il y a un casier judiciaire, on ne pourra pas proposer d'être en contact direct avec des clientèles vulnérables. Donc voilà, ça c'est un premier profil qui peut être, cela dit, souvent amené à se tourner vers la sécurité alimentaire, justement parce que bah, tout ce qui est rôle en cuisine, ça peut permettre d'éviter les restrictions au niveau du contact direct avec les publics vulnérables. Donc c'est possible que vous envoyiez quand même souvent se diriger vers vos organismes dans ces cas-là. Et puis finalement, notre petit public chouchou au centre, ça serait les personnes nouvellement arrivées. Donc on est vraiment très souvent mentionné par les autorités lorsque notamment des personnes en demande d'asile arrivent au pays. Donc elles sont souvent référées à nos services pour les aider dans leur démarche d'intégration. Ça va être souvent des personnes qui cherchent à la fois à acquérir une première expérience de travail au Québec, à obtenir peut-être des références aussi pour faciliter leur recherche d'emploi, mais aussi qui vont chercher un volet social, qui vont vouloir se constituer un réseau, rencontrer des nouvelles connaissances, peut-être aussi, si elles ne sont pas francophones natives, avoir une opportunité de pratiquer leur français dans un cadre avec pas beaucoup de stress. Donc dans ces cas-là, c'est sûr qu'on a plein de besoins et plein de compétences différentes qui rentrent en jeu et qui peut être intéressant de valoriser ou de renforcer. Compétences de langue, compétences au niveau de maîtrise des codes québécois, compétences pour mettre en valeur des choses que peut-être ces personnes faisaient dans leur pays, leur carrière précédente, mais en tout cas lui redonner un peu plus de légitimité ici auprès des employeurs québécois. Donc voilà un petit peu les profils que je verrai actuellement comme étant majoritaires sur la scène du bénévolat. Je ne sais pas si parmi vous, est-ce qu'il y a
dans vos organismes un profil qui semble être plus présent. Donc, si je reviens, donc on a les jeunes, adultes établis, on a appelé ça comme ça, les aînés, les personnes en réinsertion ou les personnes nouvellement arrivées. Est-ce que, euh, est-ce que chez vous, il y en a un qui ressort davantage? N'hésitez pas à lever la main pour... Ah, on a Mélanie. Mélanie, chez vous, ça serait quel profil qui se démarque? Est-ce que vous avez un peu tous qui sont représentés ou... Ben, nous, depuis, disons, 2 ans, c'est vraiment les personnes nouvellement arrivées. On est beaucoup sollicités. Comme on accueille, nous, ben, moi, je suis dans un organisme famille. On a aussi l'aide alimentaire les mercredis, mais dès que les gens commencent à côtoyer, puis on a mis en place aussi depuis janvier l'année passée, des ateliers de conversation en français. Donc, c'est une porte d'entrée. Puis après, les gens veulent s'impliquer bénévolement, mais parfois, j'ai beaucoup trop de gens qui veulent s'impliquer bénévolement. Puis, il y a vraiment la barrière de la langue parfois. Donc, on veut bien, mais en même temps, des fois, on peut pas parce qu'on est juste c'est pas possible pour le moment. Disons que des gens à l'accueil, ben, s'il y a vraiment la barrière de la langue, ils peuvent pas faire l'accueil en même temps. Donc, mais on est beaucoup sollicités. Oui. Ah, ok. Ouais, c'est sûr que c'est vrai que surtout pour l'Est de l'île, c'est un gros point, la maîtrise du français. Lorsqu'on est dans des rôles de contact avec la clientèle, ça devient tout de suite un requis. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident de donner sa chance aux personnes. On veut le faire, mais des fois, les tâches s'y prêtent pas forcément. Donc, on verra un petit peu quel type de stratégie on peut mettre en place. Dans certains contextes, ça s'appliquera pas à tous. Des fois, c'est juste pas possible aussi. Merci. Et puis on a Mam qui voulait aussi partager. Alors chez vous, c'est comment? Qui, euh, Bonjour, qui sont bonjour. bénévoles? Bon, Bonjour. nous, on est du Carrefour Populaire Saint-Michel et Ok. on est sur le volet santé mentale, sécurité alimentaire et ainsi un groupe d'achat du quartier Saint-Michel. Et on voulait aussi partager avec vous qu'on touche vraiment toutes ces variétés des bénévoles que vous venez de citer. On a aussi des bénévoles de réinsertion c'est un passage obligé pour eux, ainsi que des personnes nouvellement arrivées. Et vraiment, leur objectif, c'est la solidarité, intégration, ainsi que des jeunes qui sont leur objectif d'obtenir des références. Ok. Et pour les encourager, on essaie de faire notre mieux pour eux. Et il y a vraiment aussi des gens qui ont là pour communication et côté langage et réseau rencontre des amis. Donc, on touche vraiment toutes ces variétés des bénévoles. Ok, oui, donc vous avez vraiment toutes les motivations qui peuvent se présenter à votre porte. Ah Et bah, pour, euh, c'est ça pour- exactement. Et au quartier Saint-Michel, on peut dire qu'on est bien placé pour la fidélisation des bénévoles. Et on est aujourd'hui avec vous, c'est pour renforcer cette compétence et l'améliorer. Oh, ok, parfait. Merci beaucoup. Merci. Et par rapport aux références, je suis curieux, est-ce que vous avez une politique spécifique pour donner les références après un certain temps d'engagement? Donc, vous disiez que les jeunes, par exemple, sont souvent en recherche de références. Est-ce qu'il y a une durée minimale d'engagement ou un nombre d'heures à effectuer avant de pouvoir avoir une référence? Ou est-ce Oui, que c'est bien plus au sûr. cas par cas? Oui, exactement. C'est après 40 heures de bénévolat. D'accord. Ok, super. Ouais, c'est souvent ouais, intéressant d'avoir une limite aussi, et puis ça permet de donner d'autant plus de valeur à la référence. Très bien. Donc, bah, tout ça, ça va nous lancer un petit peu donc, sur la partie discussion. Donc, j'ai préparé pour vous quelques petites questions vraiment centrées sur la compréhension de votre contexte d'abord, et puis ensuite un petit peu les pratiques en termes de développement des compétences que j'ai distinguées entre ce que vous faites au niveau de la phase d'intégration quand vous accueillez vos nouveaux et nouvelles bénévoles, et puis ce que vous faites plus quand les personnes sont là depuis un moment, comment ça se passe un petit peu après dans le quotidien de l'encadrement. Donc déjà, peut-être pour avoir une idée des volumes de bénévoles que vous gérez.
Est-ce que vous pourriez lever la main les organismes dans lesquels vous avez plus de 20 bénévoles qui sont impliqués, toute activité confondue? Ça va me donner une première idée. Ok, très bien. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu 50-50. Ok. Et est-ce qu'il y en a parmi vous qui voudraient donc nous partager les tâches que vous confiez à vos bénévoles? Euh, Parmi les organismes peut-être qu'on n'a pas entendu encore. Euh, est-ce qu'on a des popotes roulantes Ah, le sac en joue, très bien. Oui, Carla. Oui, merci. Le SAC en joue à différents services activités. Alors, par exemple, pour aînés et familles, pour la coordination d'aînés et familles, on a besoin de bénévoles différents. Ça veut dire qu'ils sont des aînés que, par exemple, ils vont écrire un bulletin, OK? Mais dans les cas de persévérance scolaire, éducation, on a besoin aussi de formateurs, formatrices pour donner les cours de langue anglais, espagnol, français. Ok. Et aussi pour la banque alimentaire, on a besoin beaucoup de bénévoles pour faire la décharge du camion, le triage des aliments, et aussi pour la soupière pour jeudi, que c'est comme des repas communautaires à 5 dollars. On a besoin aussi de personnes qui placent les tables. Il y a comme différents services, différentes activités. Alors, on a besoin beaucoup de bénévoles. Ok. Oui, et tout ça, ça fait intervenir en plus des compétences qui sont très variées, j'imagine. Mhm. Donc, est-ce que vous avez besoin aussi de chauffeurs pour la banque alimentaire? Oui, pour faire la livraison. Oui, ok, d'accord. Mhm. Parce que ça, je sais que c'est des fois un peu le rôle qui est un peu difficile à remplir dans le milieu de la sécurité alimentaire. Les chauffeurs sont très en demande et malheureusement. Une question, on a la question aussi, est-ce que vous savez si pour les chauffeurs-livreurs, on a besoin d'une espèce d'assurance pour la personne qui va livrer 3 sacs de nourriture? Est-ce que par rapport à la politique, j'ai des questions. Peut-être qu'après le webinaire, je pourrais vous contacter parce que j'ai beaucoup de questions par rapport aux assurances. Ok, oui, on pourra s'en parler après. Je dirais que ça dépend un petit peu de si c'est donc un véhicule personnel du bénévole qui est utilisé ou si c'est le vôtre. Ça induira aussi dans un sens ou dans l'autre ma réponse. Merci. Parfait. Est-ce qu'on avait d'autres organismes qui voulaient partager un petit peu sur... Ah oui, j'ai Louise et Mam. Parfait. Donc, Louise d'abord. Je pense que Mam levait la main avant moi, Ah bon, mais ok, je d'accord, parce que peux. je vois pas toute la liste en fait. Allez-y, allez-y. Oui? Micro. Bon, je veux pas vous prendre. Allez-y, Louise. Très bien. Ben, nous, on est l'écho de la Pointe-aux-Prairies. Donc, on a plusieurs types d'engagement de bénévoles. Ça peut être dans les jardins collectifs. Donc là, ça va être plus du jardinage, mais aussi on essaye de donner d'autres implications, comme par exemple faire des breuvages, tout ça. Donc ça se passe au jardin aussi. Ensuite, on a les événements ponctuels extérieurs, que ce soit pour la distribution du compost ou des corvées de nettoyage, d'arrachage d'herbe à poux. Donc ça, c'est plus du ponctuel. On a aussi une éco-boutique où on cherche 4 bénévoles. Là, on a restreint aussi pour mieux justement accompagner nos bénévoles quand ils arrivent. Donc, on a l'éco-boutique, puis on a la communication où ils peuvent nous aider à la rédaction de notre blog. Puis, on a des tâches administratives comme des gestions des points de dépôt. Ok. Oui. Ok, donc comme le sac en joue, c'est vraiment très très varié de votre côté. Et puis c'est bon à savoir aussi parce que là on arrive dans la saison où tout le monde va me demander des organismes pour s'impliquer avec ce qui concerne le jardinage. Donc je vais vous garder bien en tête aussi. Bon, Mhm. très bien. Et donc, Mam, de votre côté, c'est quoi les rôles bénévoles auxquels on peut s'attendre? Allô? Est-ce que c'est Oui, à notre tour? oui, c'est à votre tour. Oui, ici au Carrefour populaire de Saint-Michel,
On a des bénévoles dans la cuisine qui viennent nous aider à faire de la transformation et à faire les repas communautaires. Parce que nous aussi, on a 2 fois par mois des repas communautaires qu'on distribue à 5 dollars l'assiette, le Ok. repas complet. On a aussi des bénévoles au niveau de notre groupe d'achat de quartier, la préparation de commandes, réception de commandes et à la livraison aussi. On a des Ok. bénévoles qui sont là tous les lundis et mardis pour nous aider par rapport au dépannage alimentaire. Et moyennant comme chaque 2 semaines, il y a un groupe qui reçoit comme chacun un panier pour amener chez eux pour leur aider sur la saine alimentation. Et que l'autre partie, c'est dans comment ça s'appelle, fêtes et sorties. Il y a un groupe de bénévoles très solide qui organise tout ça de A à Z et qui accompagne notre intervenante en participation citoyenne aussi. Ok, ok, super. Donc, vous, c'est aussi, encore une fois, très diversifié. Il n'y a personne qui s'est concentré sur deux, trois tâches. Là, vous avez tous beaucoup de pain sur la planche. Euh, et donc, bah, peut-être si je reste avec vous, même, comment vous faites alors avec vos bénévoles en cuisine quand vous voulez les former? C'est quoi votre façon d'intégrer des nouvelles personnes en cuisine et comment elles sont formées aux tâches? Oui, parce que nous, on a un groupe en insertion socio-professionnelle. Il y a des aides cuisiniers dedans. On a un cuisinier qui a comme diplômé qu'on a engagé, qui donne les Ok, formations. Et qu'on d'accord. voit aussi des formations de MAPAC et tout ça. Des fois, Hmm. moi, je me joins à eux pour pouvoir intégrer la nouvelle personne. Hmm. Ok, Ouais. intéressant. Donc c'est un mélange de formation de groupe avec votre chef cuisinier et puis après les formations MAPAC, j'imagine que les personnes peuvent peut-être les suivre en ligne à leur Oui, en rythme. ligne. Ouais. D'accord, super. Mhm. Et est-ce que pour le MAPAC, vous faites la formation qui est gratuite pour les OBNL? Oui, on l'a eu avec Moisson Montréal aussi. D'accord, Parce que Moisson super. Montréal offre ça à toutes les années pour les organismes comme à but non lucratif aussi. Ok, parfait. Mhm. Oui, c'est vrai, il y a le BIL-THQ aussi qui propose cette formation-là, mais c'est vrai que la formation gratuite pour les OBNL n'est pas offerte par tous les centres de formation. Donc, Mais c'est ça le problème. c'est bon à savoir où aller taper pour pas être facturé 100 dollars par personne à chaque fois. D'accord. Très bien. Et maintenant, si je vous interroge, alors pas juste vous, mais le groupe en général, est-ce que vous avez des enjeux particuliers que vous rencontrez pendant la période d'intégration de vos bénévoles, des compétences qui vous semblent importantes de renforcer quand vous accueillez une nouvelle personne et pour lesquelles vous ne savez pas toujours comment vous y prendre? Parce que des fois, c'est vrai pour certains rôles, on peut avoir quand même des prérequis non négociables, mais qui ne sont pas forcément faciles à trouver réunis dans la même personne. Donc, c'est quoi les enjeux auxquels vous faites face pendant l'intégration et puis le type de compétences que vous avez peut-être de la misère à trouver? Alors, est-ce qu'on a, est-ce qu'on a quelqu'un qui peut parler des enjeux rencontrés? Je pourrais partager quelque chose. Par exemple, l'ajout que maintenant j'ai, c'est qu'on travaille bien pour la banque des aliments avec un groupe, on pourrait dire, de voisinage ici en joue, et qui sont comme des Québécois âgés, OK? Mais de plus en plus, bien sûr, qu'on prend des immigrants. Et l'enjeu qu'on a, c'est vraiment que les immigrants restent, parce que bien sûr qu'ils viennent pour apprendre la langue et tout ça, et avoir comme un petit peu de l'expérience canadienne, mais ce sont pas de bénévoles réguliers normalement, ok? Parce qu'ils sont en train de chercher un travail, une course de langue, quelque chose comme ça. Mais on doit faire face à ça parce que de toute façon, dans un moment donné, on doit renouveler toute la base des bénévoles qu'on a au cause de l'âge. Ouais. Alors, nous sommes dans un moment important parce Mhm. que en même temps qu'on fait le recrutement, on doit
trouver des personnes qui vont rester plus longtemps que juste 1 mois, 2 mois, et après la personne quitte. C'est ça. Ouais, je comprends bien, c'est aussi mon enjeu. Les rôles bénévoles qu'on propose au CABM sont en général des rôles qui vont attirer des personnes en recherche d'emploi. Et donc, c'est des personnes qui vont rester. En ce moment-là, j'arrive sur des 6 mois, donc c'est pas si mal. Mais quand j'étais entrée en poste, on était plutôt sur du 2, 3 mois et je m'épuisais à former et recruter des nouvelles personnes à chaque fois. Donc, ce que j'ai trouvé aidant, moi, à ce niveau-là, ça va être justement, quand on est sur les questions de développement des compétences, ça va être de donner des tâches qui vont être aussi alignées avec ce que les personnes peuvent rechercher dans le cadre de leur recherche d'emploi. Donc, si j'ai justement des personnes qui sont avec une formation en ressources humaines ou en orientation scolaire, et puis qui sont intéressés par le rôle, c'est un parfait match pour nous puisqu'on est sur du placement des bénévoles dans des organismes. Pour vous, ça pourrait être voilà, justement des personnes qui sont intéressées par le milieu de l'alimentation, qui voudraient s'impliquer dans votre banque alimentaire. Donc, donner des rôles qui vont fitter avec les objectifs de plus long terme de la personne. Ça ne va pas forcément faire qu'elle part. Ça pourrait être un peu contre-intuitif parce qu'on pourrait se dire, là, je lui donne un rôle qui s'aligne avec sa recherche, puis la personne va rapidement trouver et puis il va s'en aller. Mais j'ai eu l'expérience en fait qui m'a étonnée de certaines personnes qui, lorsqu'on offre des agendas un peu plus souples au niveau des horaires de bénévolat, vont trouver une conciliation possible avec, alors ce ne sera pas possible toujours bien sûr, mais dans certains cas, là j'ai des personnes qui ont repris des emplois, mais qui sont restées impliquées au CABM. Et ce que ça a pris, ça a été surtout une redistribution des horaires et un peu plus de souplesse aussi. C'est des personnes qui ont besoin qu'on leur donne une petite demi-heure de marge pour arriver parce que des fois, leur travail va les retenir un petit 30 minutes. Donc, on a cette entente entre nous que, un petit retard, ça peut être toléré parce qu'on sait que juste avant, il y a le travail qui vient de se finir et que ça peut introduire des facteurs que le bénévole ne contrôle pas. Donc cette souplesse au niveau des horaires, ça a vraiment aidé. Ce qu'on a aussi proposé pour davantage cette année, ça va être des formations à nos bénévoles. Donc on va avoir un petit registre de formations qui peuvent être intéressantes, pas juste dans le cadre du rôle bénévole qu'ils font avec nous au centre, ça peut vraiment être des formations qui vont être plus larges et qui vont toucher à leurs intérêts. Récemment, on a eu beaucoup d'intérêt, par exemple, pour la formation premier secours. En général, ici, dans un rôle plutôt administratif, c'est pas quelque chose qui est très nécessaire. On a déjà des membres de l'équipe qui sont formés, mais cette formation-là, elle a été vraiment très sollicitée. Et puis finalement, ce qui peut aider à faire la différence entre un bénévole qui retrouve un emploi et qui part et un bénévole qui retrouve un emploi et qui reste, ça va être tout ce qui concerne les événements de reconnaissance. Donc créer de la convivialité, notamment entre les bénévoles, pas juste entre votre équipe et vos bénévoles, mais aussi les bénévoles entre eux. Ça, j'ai trouvé que c'était aussi quelque chose de très gagnant. Ce que j'essaie de faire, par exemple, avec nos conseillers en orientation, ça va être des binômes. Donc, chaque semaine, ils retrouvent leur binôme, il y a un lien qui se tisse, et petit à petit, ça aide aussi à créer un sentiment d'appartenance et à faire que les personnes restent. Mais c'est un peu une combinaison de choses, et notamment la question du développement des compétences en proposant des formations, mais aussi en proposant des tâches dans le quotidien qui vont s'articuler bien avec la recherche d'emploi, ça porte ses fruits de ce que j'observe à présent. Euh, Maintenant, moi j'aimerais vous entendre aussi un petit peu donc, justement sur les formations que vous proposez à vos bénévoles. Donc on a parlé des formations MAPAC, des formations en cuisine avec des membres de l'équipe de travail qui sont avec une expertise là-dedans. Est-ce qu'il y a d'autres types de formations que vous proposez dans vos organismes, soit ponctuellement, soit sur une base vraiment régulière qui font partie de votre processus d'intégration? On a des thématiques de formation qui reviennent un petit peu. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui font, par exemple, les formations premier secours? J'imaginerais que là, Oui, Mélanie.
Oui. Nous autres, on a le service de halte garderie, donc on fait affaire avec ouais, les formations de premier secours, mais aussi d'autres formations pour bien comprendre comment se passent les haltes garderies au Québec et l'intégration des enfants. Ok, parfait. Et on parlait tantôt aussi de cours de français qui faisaient que les gens ensuite voulaient faire du bénévolat quand ils commençaient par la case des cours de français. Donc, ça, c'est... Ben, c'est pas des cours de français, c'est des ateliers de conversation. On n'est Oh, pas pardon. avec c'est pas reconnu par le MIFI, donc c'est des ateliers justement pour désengorger, disons, l'organisme initié qui n'arrive pas à intégrer pleinement. Donc, voilà. Oui, c'est vrai que la demande à ce niveau-là est énorme et j'accompagne en ce moment un organisme qui s'appelle le groupe L'Entre-gens dans Rosemont. Et donc, c'est un organisme de soutien aux aînés. Ils ont des bénévoles qui viennent notamment pour les accompagnements aux courses, aux rendez-vous médicaux, les visites d'amitié. Donc, ils sont plutôt dans ce secteur-là, pas vraiment dans le secteur de la francisation ou du tutorat, ni quoi que ce soit. Mais même chez eux, j'observe que parmi certains bénévoles nouvellement arrivés, il y a cette demande justement pour des cours de français ou des ateliers pour aider à trouver ses marques quand on arrive au Québec. Donc, on voit vraiment que les organismes en immigration n'arrivent plus à faire face à eux seuls à la demande pour cette aide un peu lors de l'arrivée et qu'on peut être amené, même quand on n'est pas dans ce domaine-là, à être sollicité. Donc, ouais, très, très bon point. Est-ce qu'on a d'autres formations chez d'autres organismes qui sont mises en avant? Il me semble que tout Peut-être à l'heure, Louise. Yolette Ah oui, pardon. Yolette avait vas-y. levé la main. Je ne sais pas, Yolette, si tu voulais. J'ai vu que tu avais levé la main tout à l'heure, mais je ne sais pas si tu voulais peut-être échanger avec nous. Oui, il faut juste que tu actives ton micro. Ah, non, ton micro n'est pas activé. Je suis en train de regarder si je peux le désactiver moi-même, mais je ne peux pas, non. Ouais, non. Est-ce que vous voyez la petite icône de micro sur laquelle vous pouvez cliquer, Yolette, en bas de l'écran, plutôt sur la gauche? Ah, je pense qu'elle ne nous entend pas. C'est ça? Ok. Ah, tu nous entends, mais non, on ne t'entend pas. Ok. Tu peux poser la question sur le chat si tu veux, Yolette, il n'y a pas de problème. Oui, c'est vrai, n'hésitez pas à utiliser le chat dans ces cas-là. Parfait. Et j'avais une question donc au niveau jardinage pour Louise ou s'il y en a d'autres dans l'Assemblée qui sont aussi avec des activités à ce niveau-là. Comment vous vous y prenez au niveau des formations à l'arrivée? Et puis, est-ce que vous en avez d'autres que vous proposez pendant la saison à vos bénévoles? Oui. Ben, nous, là, on a commencé un peu en amont de l'ouverture des jardins pour justement proposer des formations à nos bénévoles qui se passent plus sous forme d'ateliers, finalement, de comment démarrer les semis, faire le plan de jardinage ensemble. Puis ensuite, au jardin, ben, je pense on les forme aussi d'une semaine à l'autre en faisant bien attention des compétences de chacun, puis en proposant aussi des formations plus thématiques s'ils veulent approfondir, ouais, plus ou moins, mais c'est comme ça que ça se passe, ouais, pour les jardins. Mm, mm. Et est-ce que vous avez une récurrence d'année en année? Est-ce qu'il y en a qui reviennent ap- après la saison? Oui, d'année en année, oui, souvent quand ils sont investis dans un jardin, il se peut que ça dépend un peu, je dirais, du profil de bénévole qui était mentionné au départ, mais je pense notamment aux personnes retraitées qui ont tendance à s'investir d'une année sur l'autre. Mm. Parfait. Puis oui, oui, quand même, les gens reviennent d'une année à l'autre. Mm. Très bien. Et ça m'amène à mon autre question pour le groupe. Comment vous faites pour valoriser l'expérience de vos bénévoles qui sont un peu plus expérimentés, qui sont récurrents, peut-être qui reviennent à vos activités chaque année ou qui sont là depuis longtemps?
Est-ce que vous avez des moyens de valoriser l'expertise qu'ils acquièrent sur le terrain? Comment vous misez sur ces bénévoles-là, loyaux? Est-ce qu'il y en a, par exemple, parmi vous qui ont un système un peu de mentorat entre les nouveaux bénévoles et puis les plus anciens? Ou est-ce que c'est... Oui, vas-y. Oui, mais en fait, nous, on fait aussi une fête de reconnaissance de bénévoles à la fin. Donc ça, c'est un moyen de les remercier. Mm. Ouais, Mais ça, ouais. C'est sûr que moi aussi, je suis dans l'organisme depuis un peu moins d'un an. Du coup, les choses se mettent en place. Puis je prends aussi les idées. Par exemple, le tutorage. Je trouvais que c'était une belle idée de parrainage. Mm. ouais, ça peut vraiment être un moyen de se faire sentir à une personne que son engagement est certes bénévole et non rémunéré, mais pour autant qu'il est aussi très précieux et qu'il vient avec le développement de certaines compétences. C'est un bon moyen pour que des personnes qui avaient peut-être pas trop d'estime au début ou qui étaient en tout cas un peu insécures puissent se retrouver un peu valorisées dans l'accompagnement de nouvelles personnes. Moi, j'ai un cas comme ça une de nos bénévoles qui était quelqu'un d'assez anxieux dans ses débuts et puis qui petit à petit, au fil de son implication, a trouvé ses marques. Et là, récemment, je vous disais, je fonctionne toujours par binôme, et là, son binôme part gambader en Amérique latine. Donc, il faut que je trouve un autre binôme de remplacement. Et là, elle m'a aidée, cette bénévole, pour faire les entrevues de recrutement pour son futur binôme. Donc, ça a été aussi un moyen de valoriser ses compétences en ressources humaines, parce que c'est quelqu'un qui étudie dans ce domaine-là, qui fait un changement de carrière. Et en même temps, je valorise aussi sa compétence et sa connaissance du CABM et puis des tâches en tant que conseillère en placement. Et donc, on a fait l'entrevue ensemble. Et puis, elle me disait, ah, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. En plus, le contact est bien passé avec la personne qu'on a vue en entrevue. Donc, ça sera sans doute un binôme qui va bien fonctionner. Et puis moi, j'ai trouvé que c'était intéressant pour élargir la palette d'activités aussi que je lui propose, lui montrer, ah bah, tu vois, tu nous soutiens déjà avec l'accompagnement et l'orientation des bénévoles qui viennent nous voir, mais en plus de ça, tu peux aussi être un appui au niveau des tâches de recrutement au sein de l'équipe. Et donc ça, voilà, c'est le type d'activité et d'élargissement des responsabilités qu'on peut proposer aussi à des bénévoles qui sont avec nous depuis un moment. Et on peut voir vraiment un épanouissement aussi des personnes. Et là, pendant l'entrevue, il n'y avait pas du tout de marque d'anxiété chez elle. Alors que c'est quelqu'un des fois où il va y avoir des petits tics nerveux, etc. Et puis je l'observais discrètement et j'étais là, ah non, elle est parfaitement à l'aise et confiante dans son rôle. Elle prenait la parole, elle posait ses questions, elle expliquait très bien son quotidien. C'était limpide. Enfin bref, donc elle était vraiment à sa place. Et puis, c'est pas forcément quelque chose qui aurait été possible d'entrée de jeu, mais là, ça fitait vraiment bien. Alors, je pense que j'ai le temps encore pour une petite question pour vous. Euh, Est-ce que vous avez des bonnes pratiques que vous souhaiteriez partager? On a parlé donc d'avoir des formations que vous proposez à vos bénévoles. On a parlé aussi donc voilà d'élargir un peu les responsabilités que vous leur donnez au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent à l'esprit ou que vous mettez déjà en pratique pour mettre de l'avant et renforcer les compétences de vos bénévoles? Des choses dont on n'aurait pas parlé jusqu'ici. Ça peut être aussi, pas forcément des pratiques, mais des outils que vous utilisez pour que vos bénévoles se sentent un petit peu plus en confiance. Oui, je vous écoute, Mme. Bon, et il y a aussi un sentiment de confiance entre l'organisme et les bénévoles, ça c'est d'un côté. Et d'autre côté, comme par exemple, c'est un cas espèce pour nous, c'est le fait puisqu'on a le groupe d'insertion sociale
qui sont des plateaux divisés dans la cuisine, dans la préparation de commandes, tout ça. Au début, on a trouvé, puisque on peut dire, on a beaucoup de bénévoles, on a trouvé un défi, c'est que la division des tâches, c'était pas cohérent, c'était pas correct. Et après, on a opté le fait d'inclure les bénévoles sur notre mission et de les faire comprendre c'est quoi nos objectifs derrière ces plateaux-là. Et après, ça commence à donner fruit. Et ce que je voulais partager, c'est que une fois que les bénévoles comprennent la mission et la direction de l'organisme, ça commence automatiquement à marcher très bien parce que comme s'ils ont une mission et de responsabilité à faire. Ouais, c'est vrai que c'est important. Souvent, on va avoir, nous, des personnes qui viennent nous voir et puis qui veulent faire du bénévolat, qui sont prêts à aller partout. Et on s'aperçoit que, il n'y a pas forcément d'entrée de jeu une bonne connaissance de la mission de l'organisme que ces personnes vont rejoindre. Donc, c'est vrai qu'il y a tout un travail à faire après ben, pour vous d'éducation, en fait, et de sensibilisation à votre mission qui peut être que partiellement comprise par vos bénévoles qui ont envie de donner, mais qui n'ont pas forcément toutes les clés sur vos activités. Et c'est sûr qu'un bénévole qui comprend et qui adhère à votre mission et vos valeurs, ça va être une personne qui est beaucoup plus susceptible de rester dans la durée. Et dans le cas donc de personnes qui sont aussi en réinsertion, ou en insertion professionnelle, ça va être aussi pertinent puisque ben, dans un cas comme ça, on joint l'utile à l'agréable, je dirais. Donc, et d'ailleurs, ça m'amène sur une dernière question pour vous. Je suis un petit peu curieux. Comment ça se passe au niveau de ce parcours en insertion? Est-ce que c'est un cheminement sur 6 mois, un an? Que deviennent les personnes engagées dans ce parcours après? Bah, pour les groupes d'insertion sociale, c'est un plateau qui dure pour un an, là où il y a plus que 1800 heures de travail sur les plateaux de travail. On a le plateau de préparateur de commandes, plateau d'aide cuisinier, on a le plateau d'aide livreur et le dernier plateau, c'est commis alimentaire, du dépannage. Entretien et réceptionniste aussi. Oui, encore il y a un Ok. plateau de réceptionniste, c'est ça, exactement. Et chaque plateau est supervisé par une intervenante ou un intervenant. Donc, et après, on essaye d'accomplir ces plateaux à travers l'aide des bénévoles et l'implication des bénévoles. On a Ok, aussi un super. professeur du CREP qui va donner Ouais, et ça, c'est pour tout ce qui est pratique. Plus que ça, on a un professeur du CREP qui donne des cours théoriques pour les gens du plateau, c'est ça. Ok, super. Merci beaucoup, ça, c'est éclairant. Parce que c'est un milieu que je connais pas forcément très bien et puis ça m'intéresse toujours de savoir Avec aussi grand plaisir. Donc, comment ça n'hésitez pas si fonctionne. vous voulez avoir plus d'informations, c'est avec grand plaisir. Merci beaucoup. Et donc, ça nous amène aussi à cette question de la supervision qui va être importante aussi dans le développement des compétences parce que ce développement va viser une plus grande autonomie au sein des équipes. Vous voulez des bénévoles qui, en étant plus outillés, vont être plus efficaces aussi. Mais il faut être prêt avant ça à mettre en place aussi une supervision adéquate qui va permettre le développement de ces compétences. Donc là, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est déjà bien en place chez vous. Ah oui, Faouzia, je viens de voir votre main. Désolée si elle était là depuis le plus longtemps. Je vous écoute. Oui, c'est pour retourner sur la question de tout à l'heure, comment renforcer les bénévoles. Ce que j'apprécie beaucoup avec le centre de la famille, le centre d'entraide à la famille, avec Madame Café, c'est Madame Violette, c'est que chaque année, elle organise une fête. C'est toujours, ça coïncide avec la fête des mères. Et pendant cette fête-là, elle décerne des certificats pour les bénévoles, pour les encourager, pour les renforcer et pour les remercier. Ça, je l'apprécie beaucoup. Et en même temps, pour la question qui a suivi, pour à chaque semaine, c'est pas chaque semaine, c'est parfois quand elle remarque qu'il y a des lacunes, quand elle remarque qu'il y a des choses qu'elle n'a pas appréciées, elle organise à chaque fin, soit à la fin ou bien la semaine qui suit. En fait, ils nous réunissent ensemble et là, ils nous expliquent ce qui n'est pas passé parce que c'est chaque vendredi, ce qui s'est passé, ce qui n'a pas apprécié pendant cette distribution de la semaine passée.
Et comment renforcer et comment rendre cette expérience plus appréciée pour les clients qui arrivent au centre et même pour les bénévoles. Ça, j'apprécie beaucoup avec Madame Yolé. Ok, bah c'est vrai que c'est deux super points que vous amenez là, Faouzia, parce que le développement des compétences, ça prend aussi ce retour d'expérience et ce feedback pour les bénévoles qui ont besoin de savoir, ben, là j'ai fait une tâche, mais est-ce que je l'ai bien faite? Est-ce qu'il y a des axes d'amélioration? Sans ça, il n'y a pas non plus de développement possible sans ce feedback. Donc après, selon les tailles des organismes, vous pouvez avoir des processus différents, donc soit un retour en équipe comme celui que vous décrivez ici, qui semble particulièrement adapté, soit des retours plus individualisés, ce que Ok. j'utiliserai dans des plus petites équipes, par exemple. Donc, très bon point. Et puis, pour ce qui est des certificats, c'est vrai que c'est aussi une bonne opportunité pour mettre en avant un petit message individualisé. Faites pas le même certificat pour tout le monde. Essayez vraiment d'aller aussi dans des choses un petit peu spécifiques. Oui. C'est ça, vous pouvez souligner des qualités spécifiques chez vos bénévoles. Bon, après, c'est sûr, si vous gérez 200 bénévoles, c'est peut-être plus compliqué. Mais si vous avez une petite équipe, allez dans le personnalisé, allez dans la connaissance que vous avez développée aussi de la personne pour souligner des choses voilà, que cette personne-là amène et que vous ne retrouvez peut-être pas chez tous vos bénévoles et qui sont particulièrement pertinentes. Moi, ce que j'aime bien faire aussi avec nos bénévoles, c'est leur donner un petit peu une idée de à quel point ils ont réussi à placer des personnes dans des organismes. Donc, je leur indique leur taux de jumelage. Je leur dis, ou pas le taux, mais je leur dis en tout cas, ben voilà, félicitations, ces derniers mois, tu as réussi à placer 20 personnes dans des organismes. Donc, tu as favorisé l'intégration de 20 personnes. Et ça, c'est aussi un moyen de reconnaître les compétences et puis oui, de les valoriser. Donc, merci beaucoup pour ces derniers points. Donc là, je vais vous libérer bientôt. Je vous propose juste donc un dernier petit tour d'horizon, donc des recommandations. Donc, il y en a qu'on a discuté qui se rajoutent à ça, notamment les derniers points sur le feedback et les certificats de reconnaissance. Je ne les ai pas mis ici. Mais ça, en tout cas, c'est quelques recommandations que vous pouvez mettre en pratique pour la reconnaissance des compétences et le développement des compétences. Donc, pendant la phase d'intégration, ma recommandation, c'est de procéder différemment selon que vous avez une grande équipe. C'est pour ça que je vous demandais tantôt aussi combien parmi vous ont des bénévoles, accueillent plus de 20 bénévoles dans votre organisme. Ça peut vous aider à mettre en place certains processus qui peuvent être davantage adaptés selon le volume de personnes reçues. Donc, en petite équipe, on va essayer d'individualiser autant que possible le rapport entre le gestionnaire de bénévoles et puis les bénévoles, donc avec des entrevues de sélection individuelle, des formations de base qui sont données individuellement, et puis des suivis individuels après 1 ou 3 mois, où là, on peut donner justement un peu de rétroaction et puis donner les points d'amélioration à la personne. Et puis, quand on est sur des plus grandes équipes, là, on va effectivement viser des sessions de groupe, des sessions collectives où on fait un accueil et on donne des informations de base pour les gens qui veulent s'impliquer. Puis ensuite, on fait une formation de base, mais en groupe aussi, pour ne pas s'épuiser en tant que gestionnaire, pour ne pas donner la même formation 40 fois. Et puis, pour le suivi et pour collecter aussi les idées des bénévoles qu'on veut valoriser, les observations qu'ils ont peut-être eues pendant leurs premiers mois, on peut penser à un sondage qui serait envoyé 1 à 3 mois après la date de démarrage pour voir un petit peu où est-ce que la personne se sent en confiance, quelles sont les compétences où elle aimerait peut-être renforcer un petit peu, de manière ensuite à pouvoir proposer des formations ciblées. Et puis, on peut s'appuyer sur les bénévoles qui sont plus expérimentés, qui sont là depuis plus longtemps. Donc, dans une perspective de mentorat ou de tuilage, ça peut être des personnes voilà, qui vont co-animer les formations ou qui vont accueillir vos nouvelles recrues et puis qui vont aussi vous donner peut-être être vos yeux sur le terrain et vous dire, OK, avec ce bénévole qui vient de commencer, j'ai remarqué qu'il n'était pas trop en confiance sur telle tâche. Peut-être qu'on pourrait mettre en place des actions pour que la personne se sente plus à l'aise. Ce genre de choses. Donc, n'hésitez pas à impliquer vos bénévoles expérimentés dans cette étape aussi d'accueil des nouveaux.
J'ai mis quelques recommandations aussi spécifiques au domaine de la sécurité alimentaire, donc offrir des formations MAPAC, donc ça on en a parlé, elle est gratuite, si vous passez par les bons organismes de formation, donc ça peut être un vrai plus, puis c'est quelque chose que la personne garde aussi, elle a l'attestation après, si elle veut se tourner vers le milieu de la restauration pour y travailler, ben, ça peut être très précieux. La formation premier secours, je vous l'ai dit, hein, ici, les bénévoles ont adoré, ils étaient très en demande de ça. Ça peut être aussi l'élargissement des responsabilités confiées dans la cuisine. Ça peut s'appliquer aussi ailleurs que dans la cuisine, dans le jardin, par exemple. Donc, avec soit des recettes plus complexes, soit des personnes qui étaient impliquées dans les tâches plus de préparation alimentaire, mais qui vont ensuite s'impliquer dans les tâches d'achat des denrées ou de sollicitation de dons à des épiceries partenaires, la gestion des équipes. Il y a plein de façons de valoriser aussi l'implication au fil du temps. Et puis, vous pouvez aussi demander à votre clientèle qu'est-ce qu'elle pense des services si elle est en contact direct avec vos bénévoles, par exemple dans le cas de livraison de repas. Ça peut être un moyen d'identifier les axes d'amélioration que vous ne voyez peut-être pas. Peut-être que votre clientèle va vous donner de nouvelles pistes. C'est aussi quelque chose qui peut être très apprécié par les bénévoles, d'avoir des retours de la clientèle si justement le service est à leur goût, de leur partager. C'est quelque chose qui fait très plaisir en général. Et puis finalement, pour les recommandations un peu plus au long de l'engagement, donc là, ce que je recommande, c'est peut-être de travailler petit à petit sur un catalogue de formations que vous pouvez proposer. Ça ne serait pas forcément des formations que vous animez. Comme on le disait tantôt, il peut y avoir des domaines comme les cours de conversation ou les ateliers de conversation. C'est peut-être quelque chose que vous pouvez offrir dans votre organisme, ou peut-être que ça s'éloigne un peu trop de votre mission et qu'il vaut mieux référer à un partenaire. Mais avoir en tout cas un catalogue avec les partenaires identifiés au préalable, ça peut aussi vous permettre d'aller plus vite proposer ces formations-là à vos bénévoles, puis prévoir un budget pour ça. C'est toujours pertinent. Là, en plus, on est dans la phase de fin d'année financière pour beaucoup d'entre nous. Donc, pensez à inclure aussi un budget pour le développement des compétences, pas juste de votre équipe de travail, mais aussi de vos bénévoles. Ça peut être un moyen d'associer les bénévoles aux formations suivies par le staff, notamment. Puis finalement, je dirais, centrez-vous sur vos missions, les choses que vous remarquez qui sont les plus nécessaires en termes de compétences pour étoffer justement ce catalogue de formation. Dites-vous, OK, de quoi j'ai besoin pour que mon équipe bénévole elle roule et voyez comment vous pouvez offrir ces formations-là en interne ou à l'externe. Puis finalement, dernière suggestion, possibilité d'impliquer les bénévoles expérimentés dans la rédaction de documents pour guider les nouvelles bénévoles qui vous rejoignent. Ça peut être aussi un moyen de valoriser leur engagement et puis leurs observations sur le terrain. Donc, c'est à peu près ça les recommandations sur lesquelles je vais vous laisser. Puis sur ce, donc, je vous remercie beaucoup pour votre participation. N'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires. On peut rester aussi un petit peu pour la question sur les assurances qu'une personne parmi vous avait. Donc, je vais rester connectée un petit peu, Carla, si tu le souhaites. Et puis pour les autres, n'hésitez pas. Donc, voici mes coordonnées pour me rejoindre. Donc, ça peut être si vous avez des défis particuliers que vous rencontrez, si vous avez besoin de plus de bénévoles, si vous souhaitez mettre en avant vos offres de bénévolat à travers la ville, n'hésitez pas à m'écrire ou à m'appeler. Ça me fera plaisir d'échanger avec vous. Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sève. Merci. 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 Bonne journée à tout le monde.